Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Comme vous le savez, les Nations Unies viennent de publier un nouveau rapport qui incrimine Kigali et qui dénonce son soutien au groupe rebelle M23 dans l'est de la RDC, ce groupe qui sème terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. Qu'en est-il justement de ce nouveau rapport ? On en parle avec Henri Désiré Ndouzi, producteur associé du JT diplomatique et expert en politique étrangère que vous connaissez très bien et à qui je dis bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir et surtout meilleurs vœux pour 2024. Merci pareillement Henri, ça fait longtemps. Ça fait un petit temps, oui. C'était un grand plaisir de vous recevoir encore aujourd'hui. Alors je voudrais d'entrée de jeu qu'on puisse avoir un peu des nouvelles du prochain rendez-vous du JT diplomatique qui va intervenir dans très peu de temps en tout cas. Pouvez-vous nous en parler très rapidement ? Oui, donc c'est la 3e année consécutive que le JT diplomatique organise une cérémonie de présentation et d'échange des vœux du Nouvel An avec des diplomates, avec des acteurs de la vie internationale, le système onusien, avec des politiques, des entrepreneurs, avec des membres de la société civile. C'est un rendez-vous important qui permet de connecter tous ces acteurs aux écosystèmes congolais, une manière de leur permettre de mieux connaître ou identifier des interlocuteurs potentiels. Donc ce sera ce jeudi 11 janvier de 17h à 21h au Scribe. Et donc il va être question présenter de vœux. Oui, tout à fait. Les uns aux autres. Nous attendons plusieurs diplomates qui nous font l'honneur d'être présents et c'est aussi une manière de, j'allais dire, célébrer la pertinence des liens qui unissent les différents pays représentés par ces ambassadeurs et ces diplomates avec la République démocratique du Congo. Il s'agit donc des invités d'honneur. Alors, je voudrais qu'on aborde la thématique du jour, comme je l'ai annoncé, agression rwandaise, un nouveau rapport de l'ONU incrimine Kigali. Vous êtes au courant, Henri, il y a quelques jours, nous avons lu sur différents journaux qu'un nouveau rapport a été produit par les experts des Nations Unies, ce rapport qui arrive après tant d'autres et qui confirme le soutien du Rwanda au M23. Mais j'aimerais savoir quels sont les nouveaux éléments qu'apporte ce rapport. Alors d'abord, il faut rappeler le contexte. C'est depuis la résolution 1533 adoptée en 2004 que l'on a mis en place un régime de sanctions dans lequel il était prévu des mécanismes, notamment pour, j'allais dire, surveiller tout ce qui était en rapport avec les embargos sur les armes, etc., mais aussi sur les situations sécuritaires dans les différents pays, en l'occurrence la RDC, pour précisément établir les responsabilités en cas de problème. Alors, ce rapport onusien n'est pas le premier, nous en avons eu plusieurs ces dernières années, pour ne pas dire ces derniers mois. Je rappelle qu'en juin 2023, déjà, nous avons eu un rapport d'étape de la part de ces mêmes experts. Ce dernier rapport a été présenté en novembre 2023, examiné de manière assez partielle le 7 décembre au Conseil de sécurité. Mais ce que l'on peut déplorer, c'est le fait que c'est un énième rapport qui épingle le Rwanda et qui, d'une certaine manière, révèle des choses que nous connaissons déjà. Je rappelle qu'en 2022 et 2023, le gouvernement congolais a publié son livre blanc sur les crimes du M23 à l'Est et déjà, à l'époque, grâce à nos propres enquêteurs, nous étions arrivés aux mêmes conclusions que les experts onusiens. Vous me posiez la question de savoir ce qu'il y a de nouveau. C'est peut-être le fait que là, nous avons des éléments matériels beaucoup plus précis qui attestent véritablement d'une présence rwandaise, mais surtout des intentions qui sont derrière cette présence. On le sait depuis plusieurs années. Il y a bien évidemment cette volonté d'étendre une sorte de zone d'influence au-delà des frontières naturelles de ce pays, avoir un accès privilégié aux ressources naturelles, j'allais dire accessoirement défendre les droits d'une minorité et puis surtout traquer les dernières poches de résistance des FDLR. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans l'esprit des Rwandais. Mais on voit bien que ce qui anime le Rwanda, ce sont des objectifs belliqueux. Comment arrêter ? Comment faire barrage à cela ?
Vous savez, on ne va pas se mentir, nous avons expérimenté toutes les formules. Et parmi ces formules, il y a la poursuite de la guerre ou la diplomatie. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la RDC ne peut pas faire l'économie d'exercer sa souveraineté pour rétablir son autorité dans les zones qui sont problématiques. Et je crois que c'est un droit et un devoir qui ne pourront en aucun cas lui être reprochés. Mais vous le savez, nous sommes dans un monde globalisé, il y a un certain nombre de règles que nous nous devons de respecter. Vous savez que le dernier cessez-le-feu qui avait été obtenu grâce notamment à l'intervention des États-Unis est plus ou moins respecté, même si l'on voit très bien qu'il y a une tentation irrésistible du M23 de ne pas se plier justement à la lettre et l'esprit de ce cessez-le-feu. Mais encore une fois, tant que nous n'aurons pas épuisé toutes les voies, ce sera compliqué. Maintenant, et nous aurons l'occasion de l'évoquer tout à l'heure, j'imagine, nous avons, dans le cadre de notre coopération multilatérale, à travers notre présence dans des organisations régionales et sous-régionales, un certain nombre, je dirais, d'accords qui nous permettent de faire appel à des pays amis pour précisément nous aider à accroître notre capacité opérationnelle en vue de la restauration de l'autorité de l'État. Alors, je voudrais citer un des éléments qu'apporte ce nouveau rapport. Dès octobre 2023, des soldats RDF issus des 5 bataillons différents ont été déployés dans le territoire de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi. Ces forces comprenaient environ 250 anciens rebelles rwandais initialement démobilisés puis réintégrés en RDC pour combattre. Donc il s'agit bel et bien là des preuves tangibles. Mais tangibles, mais accablantes, et qui gagneraient à être suivies des faits. Et ce que j'appelle suivi des faits, c'est d'abord une prise en compte rationnelle à la fois de la réalité et des enjeux de la part du Conseil de sécurité, qui devrait précisément se saisir de ces multiples rapports, parce que je rappelle encore une fois qu'aucun de ces rapports n'a jamais été sérieusement examiné et n'a pas donné lieu à des sanctions exemplaires. On a pu effectivement constater que 2 officiers supérieurs rwandais ont été à titre individuel sanctionnés il y a de cela quelques mois, mais rien qui puisse véritablement nous donner le sentiment que le Conseil de sécurité prend réellement la pleine mesure de ce qui se passe à l'est de la RDC. Donc ça reste pour nous une très grande frustration. Le défi pour cette année 2024 et les années à venir, évidemment, en tout cas, tant que perdurera ce conflit, c'est que la communauté internationale, à travers les instances onusiennes, puisse enfin prendre ses responsabilités. Ce rapport vient, ce énième rapport vient bel et bien contredire le gouvernement rwandais qui a toujours nié son implication la posture de Kigali est tout à fait compréhensible. Kigali n'admettra jamais la réalité de sa présence à l'est de la RDC et continuera à se défendre. Et je dirais que c'est de bonne guerre à nous de continuer à apporter les preuves de ce que nous avançons, et ces preuves sont étayées dans ce nouveau rapport. Et vous pensez que ce énième rapport vient conforter la position de Kinshasa? Bien sûr, maintenant il faut que Kinshasa transforme l'essai, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que ce rapport ou ces rapports nous donnent raison. Nous devons nous en servir comme levier pour continuer à porter ce plaidoyer pour que de vraies sanctions, qu'elles soient économiques, diplomatiques et même militaires, soit infligé aux pays récalcitrants. Mais vous êtes un expert en politique étrangère, Henri. À quoi devons-nous nous attendre exactement après la publication de ce énième rapport? On a vu que le chef de l'État, lors du haut de la tribune des Nations Unies, dans son discours, il a cité les rapports produits par les experts des Nations Unies comme preuve du soutien du Rwanda au M23. Est-ce que vous avez l'impression que tous ces rapports produits par l'ONU ont modifié, n'est-ce pas, le regard de la communauté internationale sur la situation de l'Est de la RDC? Il y a eu effectivement un changement de perception. À quel niveau? Déjà, la grande nouveauté, c'est que ces 2 dernières années, ou ces 18 derniers mois, on a vu des pays effectivement citer clairement le Rwanda comme pays agresseur, ce qui est une évolution notable. Ça tranche effectivement avec cette sorte de langue de bois auquel nous avons toujours été habitués. La deuxième chose, je pense que c'est aussi, je dirais, une
une capacité à pouvoir enfin identifier la cause du problème. Maintenant, il faut savoir que quand vous prenez le Conseil de sécurité, je pense évidemment aux 5 membres permanents qui ont un droit de veto, chacun, en fonction de la conjoncture, a sa propre lecture des événements. Et je dirais à la limite que chacun se fait sa propre interprétation. Pour que nous puissions, nous, en tant que Congolais, être davantage satisfaits, il faudrait que des initiatives très fortes puissent être prises. Certaines ont été prises, parfois, je dirais, de manière assez discrète, hein, quand vous entendez que tel pays décide d'interrompre sa coopération militaire dans tel ou tel secteur avec le Rwanda, c'est un signe qui va dans la bonne direction, mais il faut aller beaucoup plus loin, dépasser le cap des intentions, mais surtout les postures. Parce que c'est ça qui pose véritablement problème. Mais comme je l'ai dit, c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer, il faut maintenir la pression. Et vous verrez finalement que le cercle des pays qui commencent véritablement à prendre la mesure de ce qui se passe va s'élargir et ce sera tout bénéfique pour la RDC. Et qu'est-ce qui peut être, comme vous considérez, comme une approche diplomatique idéale qu'il faut cette fois-ci mettre en exergue pour s'attendre à des résultats escomptés? Je vais donner un exemple. Bon, c'est vrai qu'on focalise évidemment sur les Nations Unies à cause justement du Conseil de sécurité et de sa capacité à sanctionner, même si ces sanctions tardent à venir, mais nous avons d'autres leviers. Prenons par exemple l'Union européenne. C'est vrai que depuis le 1er janvier de cette année, c'est la Belgique qui assume la présidence tournante de l'Union européenne, et ce jusqu'au 30 juin 2024. La Belgique est un partenaire historique et traditionnel. Voilà un interlocuteur qui peut effectivement plaider la cause de la RDC auprès de l'Union européenne pour davantage, justement, je dirais, de prise en compte rationnelle de la situation. Souvenez-vous, l'an dernier, il y a eu cette polémique par rapport au financement de l'Union européenne au Rwanda. On parlait de 20 millions d'euros à cause de son application, notamment dans une opération de maintien de la paix au Mozambique. Exact. Eh bien, nous devons effectivement être en capacité d'isoler ce pays au niveau des instances européennes, parce que là, il n'y a pas unanimité, effectivement, sur la question, et ça pourra faire avancer les choses. Nous avons d'autres cénacles au sein desquels nous pouvons également porter ce plaidoyer, mais une fois que ce travail est fait, il ne faut pas se contenter de petits résultats spectaculaires, il faut continuer à travailler en coulisses pour véritablement arriver à une identité de vue sur la manière la plus efficace de traiter ce problème. On a eu l'impression tout au long de l'année 2023 que les autorités congolaises ont travaillé sérieusement sur le plan diplomatique. Bien sûr, mais il faut continuer. C'est-à-dire que c'est vrai que le Rwanda a été cité dans chaque discours, dans chaque grand événement. Il y a eu des résultats, effectivement, oui, bien sûr. C'est un discours qui commence à porter ses fruits, et c'est une bonne chose. C'est comme ça que l'on fait bouger les lignes déjà, et que l'on fait avancer les choses, et qu'on élargit évidemment le cercle des pays alliés qui peuvent aussi, à leur niveau, porter ce plaidoyer. Et parmi les grandes puissances qui ont quand même réagi à cette situation, on cite les États-Unis qui venaient de sanctionner certains dirigeants du M23. Est-ce qu'ils devraient se limiter là ? Alors, il ne devrait pas aller au-delà. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous citez les États-Unis, vous ne citez pas les Nations Unies. Donc on voit très bien qu'il y a un vrai problème au niveau des Nations Unies, qu'il y ait en fait une démarche qui se veut à la fois collective et je dirais Nous connaissons le poids des États-Unis au sein de l'ONU. Mais justement, maintenant, bon, on voit qu'on a une sorte de Nations Unies à la carte. Vous voyez très bien, par exemple, que la Russie, à elle seule, par exemple, peut opposer un veto à une résolution. Les États-Unis le font également. On le voit notamment sur le dossier de Gaza. Aujourd'hui, il faut bien prendre la mesure de ce qui se passe sur le plan géopolitique et stratégique. Vous avez des acteurs majeurs, je pense à ces superpuissances, qui dictent la marche et qui n'hésitent pas à sortir du cadre onusien pour prendre des initiatives. C'est une manière que l'on peut éventuellement critiquer, mais qui paradoxalement peut donner des résultats et donc forcément faire bouger les lignes et susciter, je dirais, une meilleure approche de la situation. Beaucoup souhaiteraient par exemple que les États-Unis aillent au-delà en sanctionnant par exemple, en ciblant certains responsables de l'armée rwandaise. Oui, cela a déjà été fait, ça a déjà été fait, même si on n'en a pas fait beaucoup de publicité. Mais je crois que nous ne pouvons pas nous contenter uniquement des sanctions américaines. Il faut que ces sanctions soient véritablement internationales pour que l'on n'ait pas le sentiment que ce dossier est traité à la
carte de manière facultative par des gens en fonction de la météo, décident d'y aller ou de ne pas y aller. C'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés. C'est une situation qui est portée à la connaissance de tous. Il y a un comité des experts de l'ONU qui, depuis de nombreuses années, je dirais, rédige des rapports. Il faut que ces rapports donnent lieu véritablement à des sanctions qui soient opposables aux parties prenantes. Alors, Henri, il y a un autre sujet qui fait la une de l'actualité, c'est le départ des troupes de l'EAC, dont le mandat avait pris fin depuis le 8 décembre, je pense, si j'ai bonne mémoire. Et toutes ces troupes se font remplacer aujourd'hui par celles de la SADC. On parle des Sud-Africains qui sont déjà sur le sol congolais. Est-ce que les troupes de la SADC, cette fois-ci, vont faire mieux que celles de l'EAC, jugées inefficaces pratiquement? En 98, elles avaient fait mieux. Je rappelle qu'en 98, lors du déclenchement de la guerre du 2 août, le comité politique et de défense de la SADC avait notamment voté l'envoi de troupes, à l'époque qui étaient représentées par l'Angola, la Namibie et le Zimbabwe, ce qui a abouti à l'accord de cessation des hostilités de Lusaka, dont je suis l'un des rédacteurs, soit dit en passant. Nous verrons sur le terrain comment les choses vont s'articuler, mais il faut également rappeler que cette présence de la SADC est tout à fait conforme à la lettre et l'esprit du pacte de défense mutuelle qui a été adopté en 2003 et qui notamment dispose dans ses chapitres 5 et 6 qu'en cas de menace contre un pays membre de la SADC, eh bien, collectivement, une action se met en place pour rétablir la sécurité. Ce qui est tout à fait conforme donc à cette dynamique qui se veut à la fois d'autodéfense et d'action collective. Vous parlez d'une action qui doit se mettre en place, une action coercitive. Quel sera le mandat de ces troupes? Sera-t-il nous le saurons. Là, vous savez, dans ce genre de situation, nous devons éviter de spéculer. Et nous devons nous en remettre au texte et aux décisions qui militent en faveur d'un déploiement de ces troupes-là. Je rappelle qu'en 1998, le mandat était résolument offensif. Il n'y a aucune raison pour que la situation soit différente. Je rappelle encore une fois que ce pacte de défense, en cas d'attaque contre un pays membre de la SADC, cela est considéré comme une menace globale pour la région. Et donc, chacun prendra ses responsabilités. Nous avons l'Afrique du Sud qui prendra le leadership. Je rappelle que le général sud-africain qui a été nommé pour commander ces troupes, c'est ce même général qui, à l'époque, mais à travers la brigade d'intervention de l'ONU, avait défait le M23 en 2012. Donc il faut bien le rappeler, c'est important. Donc il y a déjà psychologiquement quelque chose d'assez intéressant. Et nous aurons évidemment le Malawi et la Tanzanie. Le mandat sera de 12 mois en principe, avec évidemment 12 mois, avec environ une brigade, je pense 7000 hommes. Mais tous ces détails viendront, je dirais, progressivement. Mais quelle analyse faites-vous de l'attitude de la population du Nord Kivu, qui est concernée par cette situation et qui est d'ailleurs victime de cette situation? Ça, on peut pas... Comment elle perçoit l'arrivée? On sent qu'il s'est calme quand même. Alors, elle est vigilante, elle observe. On ne peut pas reprocher à la population du Nord Kivu et dans une certaine mesure de l'Ituri de perdre patience par rapport à une situation qui a profondément modifié à la fois son rythme et son mode de vie. Ici, effectivement, il y a énormément d'attentes. C'est vrai que avec la force régionale est-africaine, il y a eu quelques soucis. Encore une fois, c'était dans le cadre d'une opération qui avait été donc ils ont même été les forces de l'EAC. Mais vous savez, avec le recul, on peut aussi considérer que la force régionale est-africaine avait un vrai handicap, c'est qu'elle comportait en son sein des pays qui, depuis toujours, jouent contre la RDC, soit pour la déstabiliser, soit pour y développer des velléités expansionnistes. Dont le Rwanda. Donc, alors, le Rwanda n'a pas pris part aux opérations, mais quand vous avez une organisation de ce type avec 2 ou voire 3 pays qui n'ont pas les meilleures relations avec la RDC, ça pose déjà un sérieux problème et il y a, je dirais, une rupture au niveau du contrat de confiance. Et tout ça, il faut avoir présent à l'esprit. Très bien. À la différence de la SADC, ici, d'abord, je rappelle que c'est une organisation qui a toujours été
présente et aux côtés de la RDC. Sur le papier, les choses semblent beaucoup plus simples, mais nous verrons comment les choses se feront, surtout au niveau de l'interopérabilité, parce que je rappelle que même si le départ de la MONUSCO a été acté pour se faire au plus tard cette année, donc en fin d'année, il y a des règles d'engagement qui devront être communes aux différents dispositifs. Est-ce que vous avez des informations sur le coût de ces opérations? Ça va coûter combien à l'État congolais? Pour l'instant, nous n'avons aucune information à ce sujet. Alors, nous sommes dans une nouvelle année 2024. J'aimerais qu'on fasse un bilan diplomatique parce que vous êtes un expert en politique étrangère. On a vu le président, les autorités, l'État congolais mener des actions sur l'échiquier international. Quel bilan diplomatique pouvez-vous établir concernant l'année 2023? Je pense que le chef de l'État a réussi à remettre durablement la RDC à l'agenda international. Nous avons eu plusieurs événements majeurs l'année passée. Il y a eu la visite papale. Il y a eu bien évidemment les Jeux de la francophonie, il y a eu la visite d'État effectuée par le chef de l'État en Chine. Il y a eu ces différents déplacements qui lui ont véritablement permis de remettre notre pays au devant de la scène internationale et de porter un discours qui se voulait à la fois volontaire et, je dirais, optimiste. C'est précisément ce fameux changement de narratif qui permet de changer cette perception que l'on peut avoir du pays. Et je rappelle aussi que, en dehors du fait que le président a eu à assumer la présidence en exercice de la CIAC et de la SADC, il y a eu aussi une contribution pour un retour à la paix au Tchad. Je rappelle qu'un Premier ministre vient d'être nommé et c'est la RDC qui a assuré la médiation. Donc je dirais que c'était positif, même si nous pouvons encore mieux faire parce qu'il y a encore des dossiers, on l'a vu avec le dossier notamment sécuritaire, qui nécessitent que l'on puisse davantage convaincre. Qu'est-ce que ça augure, la nomination d'un Premier ministre au Tchad après la médiation de la RDC? Est-ce que ça augure des jours heureux? Ça fait longtemps que nous n'étions plus habitués. Ça sonne le glas de ça la fait longtemps, fin de la crise. Ça fait longtemps que nous n'avions plus été habitués à des négociations politiques au Tchad. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez nouveau depuis très longtemps. Je pense qu'il faut donner une chance à ce processus et nous verrons comment les choses s'articuleront. Mais le fait que le président de la République ait été à la manœuvre pour arriver à ce résultat-là, nous pouvons nous en réjouir. Et parmi les actions, vous avez cité notamment la visite papale. On a vu que le pape François était très ferme dans son discours ou dans ses discours, parce qu'il en a prononcé plusieurs au Palais de la Nation, au Stade des Martyrs, devant les jeunes, devant les religieux, évidemment. Il a été très ferme. Est-ce que vous avez l'impression que le pape a vraiment été entendu? Le pape est une autorité morale, c'est une conscience. Et donc, on peut partir du principe que lorsqu'il parle, eh bien, son message est bien reçu, ou en tout cas est entendu 5 sur 5. Maintenant, ce que les gens en font, c'est une autre chose. Le pape est dans son rôle. Il énumère à la fois des principes, il rappelle des évidences, et bien évidemment, son rôle est de faire en sorte que l'Église reste au milieu du village. Alors Henri, je pense qu'on est en train de chuter, on va petit à petit vers la fin. On va également aborder ce sujet relatif à la guerre qui oppose l'Israël à la Palestine. On voit que... Au Hamas. Au Hamas. Exactement. Oui. Alors, on a l'impression que ça dure et que ça va encore durer. Oui, nous sommes clairement dans une logique d'enlisement. Et ce qui ne facilite pas les choses, c'est la radicalisation des positions, aussi bien au niveau d'Israël, et là je pense évidemment à son gouvernement, dans lequel il est absolument difficile en ce moment d'avoir suffisamment de lisibilité, avec des ministres issus de l'extrême droite qui soufflent sur les braises et qui passent leur temps constamment à contredire le Premier ministre. Donc c'est assez compliqué pour l'instant. Et puis vous avez évidemment au niveau du Hamas une volonté de résister le plus longtemps possible. Et de ce point de vue-là, il faut quand même reconnaître que le Hamas a plutôt bien joué, puisque au début
de l'attaque du 7 octobre, on a vu l'émotion qu'a suscité ce qui s'est passé. Et puis progressivement, à mesure que l'offensive israélienne se faisait sur la bande de Gaza, on a vu un retournement de l'opinion publique parce que le Hamas a réussi à se victimiser. Et beaucoup sont tombés dans ce panneau et ça a contribué aussi à radicaliser les positions au niveau d'Israël. Aujourd'hui, il faut le répéter encore une fois, seule une solution à 2 États sera de nature à ramener la paix. Mais pour cela, il faudra identifier dans les 2 camps des personnes de bonne volonté qui seraient prêtes à engager ce dialogue. Mais là, on constate que cette guerre a provoqué la mort de plusieurs personnes. On parle des centaines, des milliers des personnes qui sont mortes. Est-ce que cette approche militaire adoptée ou mise en exergue par l'Israël est condamnable quand on sait que le Hamas qui a attaqué l'Israël? Tout le monde reconnaît aujourd'hui de manière quasi unanime que Israël a le droit légitime à se défendre. Mais maintenant, il y a la notion de proportionnalité qui entre en ligne de compte quand vous mettez dans la balance les victimes d'un camp vis-à-vis de l'autre. Je n'aimerais pas entrer dans ce débat-là. Très bien. Là, il faut simplement c'est très clair. Espérer que les choses iront dans le sens d'un apaisement, mais que surtout les conditions humanitaires, les conditions et les considérations humanitaires soient prises en compte pour ne pas prolonger inutilement le calvaire du peuple palestinien. Car je le répète encore une fois, c'est une guerre qui oppose non pas Israël aux Palestiniens, mais Israël au Hamas. Et le secrétaire d'État américain s'est déplacé. Oui. Quel est le sens de ce déplacement? Écoutez, est-ce que les États, est-ce que ça veut dire que... Le but, c'est d'éviter, je dirais, une extension du conflit. On voit très bien qu'il y a des tentations de vouloir... D'aller au-delà de la limite. Quand on voit l'activisme des Houthis du Yémen qui arraisonnent des bateaux en mer Rouge et tous ceux qui passent par le canal de Suez, ce qui, il faut bien le savoir, paralyse presque un quart du commerce international, il faut se poser des questions. Et donc, il faut être conscient des impacts et des conséquences de ce conflit sur le très court terme pour le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit aujourd'hui que la situation en Ukraine n'a plus la même priorité par rapport à ce qui se passe à Gaza. Alors, puisque vous parlez de l'Ukraine, on termine déjà. On voit bien que cette situation entre l'Israël et le Hamas retient beaucoup plus maintenant l'attention de la communauté internationale. Parce que la sécurité du monde, la sécurité on parle plus de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui, on parle beaucoup plus parce que les Occidentaux, aussi paradoxal que cela puisse paraître, étaient très très tributaires de ce qui se passait en Ukraine, ne serait-ce que pour des raisons énergétiques, pétrole, gaz, mais également céréales. Et bien de la même manière, au niveau sécuritaire, ce qui se passe à Gaza a des conséquences parce que vous avez des pays comme la France, en Occident, et d'autres qui abritent une forte communauté arabe, et une extension a déjà été constatée quand on voit la manière dont certains événements, certains attentats ont été commis sur ces territoires à de très nombreux kilomètres des théâtres des opérations. Alors voilà qui met fin à cette émission. Vous avez un dernier mot? Non, merci de m'avoir reçu. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Cette émission est terminée. Restez fidèles au programme de Télé 50.